Salut à tous, la team OL, Thomas M. Choé, Daniel Riolo. Déjà, merci beaucoup, Daniel Riolo, d'avoir accepté l'invitation et surtout grâce à Hugo parce qu'il a été un super entremetteur. Donc, merci beaucoup. Daniel Riolo, comment ça va? Première question toute simple. Ben, ça va très bien. Merci de m'inviter. Alors, en fait, je pensais, parce que je suis pas, je pensais qu'avant, quand on discutait, on était déjà à l'antenne. En fait, tu lances après, c'est ça? Bah ouais, voilà, Ah je vais. là, j'ai tout raté, j'ai tout Yes, raté. mais on va revenir là-dessus. Donc, Daniel Riolo, vous le connaissez tous, comme je l'ai dit dans ma précédente interview, parce que on s'est vu, Daniel Riolo, c'était quand tu es passé avec l'After lors de Lyon-Leipzig. On avait fait une petite interview très sympathique. Il me Un semble match, que ce soir-là, Lyon s'en était bien tiré, n'est-ce pas? ouais, de partout, avec ensuite un mélodrame entre Marcelo, Mendes, Absolument. Porter. Donc voilà, mais on s'était qualifié quand même. On s'était qualifié quand même. Alors, Et Daniel Riolo. vu où ça vous a amené, si on avait pu imaginer ce soir-là, il faisait froid, le match avait été moyen, très moyen, même pour l'OL qui s'en tire à l'arrache. Derrière, il y a le psychodrame Marcelo. Et si on te dit, dans 6 mois, tu auras éliminé la Juve, Manchester City, tu seras en demi de Ligue des Champions. Oui, monsieur, très bien. Voilà, Daniel Riolo, que vous pouvez retrouver sur RMC, hein, tous les soirs, quasiment, sur l'after-foot. Tu as encore ton émission de poker aussi, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, le poker, c'est Ah, très important. avec Moundir. Voilà, et puis l'actualité toute fraîche, c'est ça. Cher football français, le dernier livre de Daniel Riolo qui est sorti hier aux éditions Hugo Sport, et on va en parler assez largement dans cette interview. Alors, c'est un pamphlet sur le foot français. Alors, la définition du pamphlet, c'est un texte court et violent attaquant les institutions ou un personnage connu. Alors, dans ce livre, tu y attaques un peu tout le monde. Tu t'attaques surtout à notre chère Ligue 1, la Ligue des talents et tout le microcosme qui gravite autour, qui ne cherche qu'à s'enrichir, soigner son ego, mais qui n'en a clairement rien à faire du football et surtout du jeu pratiqué. Alors Daniel, si tu veux bien, ça commence par ton livre, par la culture du football français, la culture du football. Alors tu dis quelque chose d'intéressant. L'ordre culturel n'a jamais été favorable au sport et encore moins au football, victime permanente d'une forme de déconsidération, de dévalorisation historique dans laquelle la culture française l'a enfermé. Alors, première question toute simple. Pourquoi, culturellement, la France n'est pas un pays de foot, Daniel? Parce que tu as lu un passage qui est très important, parce que c'est un petit peu comme si c'était les politiques qui avaient décidé à un moment que ce ne serait pas important. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que dans les années 60, après des années où on avait été mauvais, que ce soit au JO, où le foot était balbutiant, n'existait quasiment pas en France, qu'à un moment, De Gaulle, après avoir mis ça complètement de côté, avait dit, bon, si on essayait de faire la promotion d'une politique des sports pour avoir un petit peu plus de médailles au JO. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup pris, on ne peut pas dire que ça ait favorisé le rapprochement entre les élites intellectuelles et le sport ayant toujours été mis un petit peu de côté. On a toujours considéré que le sportif, c'était... je fais, alors, c'est une référence, je ne sais pas si les plus jeunes la connaissent et vont la saisir, cette référence, mais dans le bouquin, je fais le sportif en France, ça a toujours été Mario David dans Oscar, le film de Funès. Oui, mais même moi, tu sais quoi, même moi, je me suis dit, ouais, j'ai 34 ans, je me suis dit, tiens, j'ai regardé sur Google, tu vois. Donc, j'ai pas cette culture-là, mais effectivement, ouais, c'est une bonne comparaison. En fait, il est de Funès, comme d'habitude dans ses films, joue le rôle d'un industriel très riche et il a un masseur à domicile, prof de sport. Et évidemment, il est complètement crétin, complètement teubé, le masseur. Et à chaque fois qu'il parle avec lui et qu'il parle de sport, il fait. Des fois, il est complètement débile. Et donc, j'ai toujours l'impression que le sportif en France, c'était un mec complètement teubé, qui avait rien dans le ciboulot. Et c'est un petit peu l'image que, effectivement, les sportifs ont un petit peu toujours eu dans ce pays. Et alors, pour en revenir spécifiquement à ta question, j'ai même une anecdote qui m'avait été racontée par Michel Sédou au moment où, je l'avais vu plus tard, mais il me racontait cette anecdote qui prend naissance au moment où il était en train de construire le LOSC. Et donc, il voulait le nouveau stade.
Et c'était important pour le développement du club et tout. Vous en savez quelque chose à Lyon, puisque Jean-Michel Aulas a bataillé ferme pour l'avoir et surtout pour l'avoir à titre privé. Ça a été compliqué. Et Michel Seydoux disait j'étais allé voir Pierre Mauroy j'avais dit donc le nouveau stade, Lille, ce serait bien que Lille, comme Lille, puisse avoir un club de foot important. Il y en avait un club à Lille qui avait même eu des titres dans les années 50, mais bon, il n'y avait pas de développement, machin de ça. Et Mauroy lui avait répondu le football. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Le football, c'est à Lens. À Lille, c'est la culture. Si c'est un exemple qui est ponctuel, mais si on réfléchit bien, ça veut quand même dire beaucoup de choses, quoi. Dire Lille, c'est la grande ville, c'est les bourgeois, c'est la culture, c'est tout ce que vous voulez. Lui qui en plus était maire historique, parti socialiste de cette ville-là, quoi. Et de l'autre côté, en gros, c'est pour les bouseux de la mine à Lens. Et moi, je trouve que dans cet exemple-là, il y a énormément de choses qui sont dites. Et le paradoxe total, la toujours fameuse récupération politique a voulu que quand le stade finalement a vu le jour, c'est appelé le stade Pierre Mauroy. Et d'ailleurs, cette anecdote, je la trouve formidable. Cette culture française, t'en parles beaucoup au début du livre, et notamment sur le passage quand tu fais tes débuts. Alors, je ne sais pas si tes débuts à Radio France ou Service des Sports, qui est vu comme un service un petit peu de faux journaliste, entre guillemets. Pareil, sur RMC, c'est très récent, c'est quand tu es passé aux Grandes Gueules. Tu es resté 3 mois sur les Grandes Gueules et tu as été un petit peu remercié du jour au lendemain, tu ne sais pas trop pourquoi. Surtout après quelques polémiques. Bon, tu as trouvé des polémiques pour un petit peu te virer, et tu dis que le journaliste sportif, au final, il est mal vu, il a une mauvaise connotation en France. Et je me demande, moi, si c'est le cas ailleurs en Europe. Et est-ce que tu penses que ça va évoluer, cette image du journaliste sportif en France ? Je pense qu'elle évolue de toute façon. Clairement. S'il y a un fond culturel au dénigrement, je pense que ça change. Je pense quand même que dans les années 2000, les mecs qui ont créé SoFoot ont montré que c'était non seulement des gens intelligents, brillants, mais quand même aussi, ils étaient capables de faire des affaires. Oui, mais tu dis quelque chose dans ton livre sur SoFoot, tu dis que ça s'adresse plutôt à une clientèle style l'étudiant en première année qui s'intéresse au... Non, mais il n'empêche que c'est bien, parce que ça veut dire que l'étudiant, pas seulement en première année d'ailleurs, mais l'étudiant tout court, justement, il est étudiant, donc ça veut dire qu'il se dirige vers une carrière de haut niveau et il aime le foot et il n'en a pas honte, alors qu'à une époque on en avait honte. Il y a une revue comme les Cahiers du foot aussi, Jérôme Latta, qui dirige cette revue, est un mec intelligent, intellectuel aussi. Il y a des mecs de plus en plus, donc le fond culturel, évidemment j'en parle, et il fait que probablement notre foot a un retard monstrueux dans son développement, mais néanmoins les choses ont quand même changé. Nous, avec l'After, on a essayé de mêler les choses aussi. Et je trouve qu'il y a plein de sites de plus en plus, comme le tien, comme plein de... Oui, alors on est dans l'analyse maintenant, et beaucoup dans l'analyse des statistiques. Mais où on va un peu plus loin, où les mecs n'ont plus peur de dire on s'intéresse à 1000 choses dans la vie, et le foot est également notre passion. C'est historiquement que les deux milieux étaient très séparés. Et oui, moi je l'ai connu au début à Radio France, où il y avait vraiment l'idée que le mec qui suivait le sport, c'était le dernier des derniers crétins. Les sportifs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je veux croire que les choses évoluent. Mais oui, moi, c'est vrai que j'ai une époque où même le mec qui allait au stade, ou ça, voilà, j'avais l'impression que c'était survêtement laine polaire, quoi. Voilà. Heureusement, mais malheureusement, elles évoluent dans la façon que nous, on a de suivre le foot. Mais les clubs, en fait, n'ont pas pris le virage. Parce qu'ils sont passés de on est dans l'échec et on n'arrive pas à développer nos clubs. On n'arrive pas à affronter la mondialisation, la concurrence avec les autres. Et on a pris un virage et un modèle économique. J'ai bien peur que ce soit très difficile de revenir là-dessus. Parce que le modèle économique pour lequel on a opté, c'est la fabrique à joueurs. On fabrique des joueurs, on est un exportateur de joueurs de foot, on les vend à l'étranger, de plus en plus jeunes. Chaque jour, on a un exemple qui nous montre que notre modèle... L'exemple du jour, c'est Fofana de Saint-Etienne, qui part à Leicester. Exact. Mais on y reviendra après, mais c'est vrai que tu as totalement raison. C'est que on veut quitter absolument la Ligue 1, voilà. Et on ne peut pas donner tort à Fofana, qui part dans le meilleur championnat du monde, et qui va à Leicester avec un super entraîneur qui est Brendan Rodgers. Si tu veux, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il semble qu'il n'y ait plus d'options.
Il n'y a plus de voix pour nous parce que aujourd'hui, bah oui, un joueur comme Fofana, qui est un très bon joueur, en fait, il n'y a pas un club, et surtout pas Saint-Etienne, qui pourtant est un club qui a une histoire. Il n'est pas capable, ce club, de lui offrir une histoire. Il n'est pas capable de lui dire, avec nous, il va se passer un truc, avec nous, parce que tous les joueurs aujourd'hui qui sont dans les centres de formation, même les gamins, savent qu'ils ne sont que de passage. Et que de toute façon, c'est ailleurs que ça se passera pour eux. Et que de toute façon, ils sont une marchandise. Je rebondis un petit peu sur Lyon. Parce qu'on a eu l'exemple de Pierre Calulu, là, tu vois. Alors, Garcia s'en mord les doigts, etc. On a mal joué le coup avec Pierre Calulu. Pierre Calulu, il était amené à être latéral droit chez nous, avec la doublure de Dubois. Mais quand on lui a promis ça, il y avait encore Tété. Et puis, il y avait Raphaël. Maintenant, ils ont été vendus, mais Pierre Calulu, il a pris la décision de partir à l'AC Milan. À l'AC Milan, on lui a proposé d'être la doublure du latéral droit. Et là, il a fait des bons débuts puisqu'il a joué contre Monza. Pareil, Cherki, on a failli le perdre l'été dernier. On a été obligé de lui mettre un contrat du jamais vu pour un joueur de 17 ans. Je crois qu'il a au-delà de 100 000 euros par mois, ce qui est absolument énorme. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est obligé un petit peu d'aligner le chèque, sinon, bah, ça part. Oui, et tu alignes le chèque, tu prends des risques parce que tu connais pas le joueur, tu sais pas exactement comment ça va se passer avec lui. Est-ce que ça te bloque parce que si le jeune n'arrive pas à être bon tout de suite, est-ce que ça t'empêche de recruter un bon joueur? Donc en fait, il faudrait trouver un modèle intermédiaire. Ça veut dire qu'il faudrait prendre acte que tes jeunes, de toute façon, effectivement, tu vas en vendre beaucoup. Il faudrait que le club puisse raconter une autre histoire, c'est-à-dire qu'il soit fort sur ses institutions. Lyon, de ce côté-là, je trouve que c'est pas mal quand même parce que justement, le fait, évidemment, d'avoir le président Aulas depuis tant d'années, ça crée une symbolique forte. Et puis, le fait d'être allé chercher Juninho, qui, à chaque fois qu'il parle, je pense, met du baume au cœur des supporters de l'OL, ben voilà, ça peut être, comment dire, le début d'une nouvelle histoire qui s'écrit. Il dit, ok, bon, toi, tu veux te barrer, t'es gamin, t'as pas envie d'attendre ton tour. C'est pas grave. On va prendre un mec à l'étranger, si j'arrive à prendre un Brésilien que personne ne connaît, s'il arrive à faire quelque chose, voilà, on peut raconter l'histoire malgré tout autrement, et de toute façon, il va falloir, parce que le jeune aujourd'hui, et encore, hein, Lyon de ce côté-là est plutôt bien loti, parce que le Lyonnais est globalement un peu plus patient que le joueur dans un autre club, qui lui sait de toute façon que le club est pourri, mort, et qu'il est là que pour vendre, et au moins à Lyon, il se dit, je vais peut-être avoir ma chance. Lyon, c'est quand même un club important. On peut jouer la Coupe d'Europe. Bon, malheureusement, pas cette année. Mais donc, je vais rester peut-être un petit peu plus longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, il y a un club comme Lille a dit clairement, et le discours de Gérard Lopez peut être intéressant, s'il le tient, c'est de dire, bon, de toute façon, vous avez tous compris comment on va fonctionner. On va prendre un joueur, on va le revendre un an après, on fait rentrer l'oseille et tout. Et donc, on va essayer de proposer autre chose. Ça veut dire que c'est LOSC qui va jouer d'une façon attractive. Et on va demander à Christophe Galtier de jouer d'une certaine façon. Les jeunes joueront également de cette façon-là. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et on va voir à l'Ajax, notamment. À l'Ajax, toutes les catégories jouent de la même façon. Voilà, il a eu au moins l'honnêteté de dire ça, Gérard Lopez. Alors, on va voir si ça tient. Mais au moins, il ne s'est pas caché. Il a pas tortillé du cul en disant vous inquiétez pas, on va garder Osimhen 2 ans, 3 ans. Non, on savait bien que de toute façon, il serait vendu très vite. Et on sait bien que n'importe quel joueur qui va vite, on va dire, exploser d'un point de vue de sa valeur financière sera vendu vite. Mais bon, globalement, notre Ligue 1, alors oui, j'ai analysé toute cette situation, toute l'évolution de la Ligue 1 dans le livre. Je reviens sur comment c'était il y a 20 ans. Et je raconte les histoires de l'OM, de Lyon au début, même d'un club comme Auxerre, qui avait développé, qui avait raconté une histoire, qui était en gros le bon sens près de chez vous. Et ça a séduit beaucoup de gens parce que finalement, c'était un club qui était sympathique pour tout le monde. Donc en gros, le livre, c'est un voyage dans toutes mes années foot que j'ai connues. D'abord les coulisses sur les 20 dernières années, parce que ça, j'étais sur le terrain comme suiveur, et puis avec mes souvenirs de jeunes qui a vu le foot dans les années 80, 90. C'est ce que je disais, je l'ai lu en une soirée, et je me suis vraiment pas ennuyé. Il y a des anecdotes de partout. Et d'ailleurs, regarde, là on va revenir sur un truc d'actualité. Il y a eu l'élection de la LFP hier, et à la surprise générale, tu as eu Vincent Labrune qui a été élu. Alors il dit maintenant qu'il veut unir les clubs dans un projet commun, alors qu'on sait que la plupart des clubs jouent pour leur intérêt personnel, ce que tu dis dans le livre. À ton avis, est-ce que Vincent Labrune peut réussir à fédérer tout le monde ? Écoute, je pense qu'il va s'y employer. Je pense malgré tout
que même si c'est très très difficile parce qu'il y a ce fameux truc de toutes les familles du football, c'est très dur de unir tout le monde. Je pense que, à part Aulas, qui vraiment l'aime pas et qui va mettre un petit peu de temps à se rabibocher avec lui, je pense, même si le vote a été très divisé, hein, je pense que Labrune est assez habile pour essayer de se rabibocher avec la plupart. Je pense qu'il gardera Aulas ce sera la dernière étape de son travail pour fédérer tout le monde. Mais au bout du compte, de toute façon, Labrune ou un autre, le cœur du problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait évaluer notre foot? Et en gros, la Ligue, son but principal, c'est de faire rentrer le plus d'argent pour que les clubs évoluent. Est-ce que c'est la Ligue qui doit faire passer un message sur l'attractivité de notre football? Malheureusement, pas vraiment, parce que c'est à la DTN que ça se passe. Et la DTN, c'est plutôt la 3F. Et de ce côté-là, je ne suis pas sûr que ça change, parce que tant que Noël Le Graët sera là et qu'il nommera ses petits copains à tous les postes de la formation et de la DTN, bon, voilà, ça va être un petit souci. La mission de Labrune, ça va plus être d'unir tout le monde pour faire plus de blé. Il y a tous les droits télé à l'étranger qui sont vendus pour l'instant une bouchée de pain. Il va falloir gratter là-dessus. Mais tant qu'il va falloir essayer de mettre d'accord les présidents de Ligue 1, de Ligue 2, l'UNFP, l'UNECATF, les indépendants, les arbitres, les médecins, enfin toutes ces familles-là, franchement, Labrune, il a beau être fort en diplomatie, en communication, ça va quand même pas être facile pour lui comme mission. Parce que ce qui aurait été un vrai changement, ça aurait été d'aboutir à la fameuse société commerciale. En gros, les clubs de Ligue 1, on fait une famille entre nous, on se coupe de tous les autres et on essaye de se vendre. Moi, je pense que j'aurais opté pour ça et sans abandonner les autres. Hein. Évidemment, on aurait défini une somme qu'il aurait fallu continuer à verser à la Ligue 2 pour pas les couler, parce que de toute façon, la Ligue 2, même si elle n'est pas autonome financièrement, elle peut être utile, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se révéler en Ligue 2, les clubs de Ligue 1 peuvent aller recruter un mec qu'on ne soupçonne pas en Ligue 2, puis ça peut devenir un bon joueur. On a plein d'exemples sur les dernières années. Je pense qu'on aurait dû évoluer comme ça. Là, je ne suis pas sûr qu'on se dirige vers ça, parce que Labrune, il a été élu avec beaucoup de voix des présidents, on va dire, moins gros. Je ne pense pas qu'il allait y trahir en faisant ça maintenant, quoi. On verra. On va voir comment il va travailler maintenant. On va parler maintenant on passe de Labrune à celui qui l'a traité de guignol, c'est Jean-Michel Aulas. Lors de la crise du Covid, alors bon, tu dis dans ton livre, en gros, on a considéré le football, c'est du divertissement, la maladie, c'est du sérieux, donc on se concentre sur les choses sérieuses, et tu donnes l'exemple de JMA. Tu dis, Aulas n'a jamais mené les bons combats, ou alors de manière très désordonnée, mais surtout très seul. Pourtant, tu parles d'un bal des faux culs avec un trio Paris-Lyon-Marseille. Question assez simple, pourquoi aujourd'hui Jean-Michel Aulas, avec son rôle de roi du foot français, grâce notamment au modèle économique de son club, semble malgré tout isolé au sein des présidents de club? Il est isolé parce qu'en fait, il n'est plus roi du tout. Il l'a été, mais aujourd'hui, c'est un roi seul. Et dans la crise en fait, sanitaire, on a vu comment ça marche. C'est que c'est chacun pour sa peau. Et malheureusement, Aulas, ce que j'en dis sur cette crise sanitaire, c'est que c'est lui qui avait raison. Sauf qu'il a eu raison trop tard. Et que ses premières sorties, elles ont été terribles. Parce qu'en disant ce qu'il a dit, même s'il est revenu dessus, en fait, il a trop changé de discours pendant 19 jours. En disant on va prendre le classement de l'année dernière et on va proposer un play-off. Il était évident qu'en disant ça, il allait se mettre à dos tous les autres présidents, il allait se mettre à dos tous les autres supporters. On allait encore lui balancer à la gueule, tu penses qu'à ta tronche, tu fais ceci, tu fais cela. Et en fait, il s'est mis dans la merde. Et en se mettant dans la merde, tous les autres présidents ont voulu sa peau. Et il s'est isolé. Et quand il s'est aperçu que finalement, parce que peut-être qu'il n'a pas cru qu'on allait arrêter le foot. Et quand il a vu qu'on arrêtait le foot, là, il s'est dit, mais attends, vous êtes sérieux, mais vous êtes vraiment très cons les autres là. Et lui, évidemment qu'il avait raison. Et Aulas, après, il a eu raison à 100%. Après, attention, il n'est pas seul, hein, parce que dans le bal des faux culs, Nasser Al-Khelaifi, qui n'a surtout pas voulu parler, alors qu'évidemment, il était contre l'arrêt, mais il n'a pas voulu parler juste. Alors, je peux quelque part le comprendre, parce qu'il n'a pas voulu parler pour pas qu'on lui dise sans arrêt toi le riche, l'arabe, machin, reste dans ton coin, parce que de toute façon, on sait bien que tu penses qu'à toi et au blé du PSG. Donc, lui, il s'est dit, je vais éviter de me mettre dans la merde, donc je me tais. Aulas, ça a été, je parle trop mal, et puis après, je parle juste. Et puis, dans son coin, Jacques-Henri Hérault, lui, il a fait ses calculs. Il a dit,
Bon, si on arrête, on perd un peu d'oseille, mais comme je vais en récupérer par la Ligue des Champions, eh ben, je vais tout faire en coulisses pour que ça s'arrête. Et donc, en fait, on a les 3 gros clubs français qui ont tous tiré chacun de leur côté. Aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi et Jean-Michel Aulas se sont rapprochés, alors qu'Aulas a franchement pas été très malin sur les dernières. Il a tiré à la mitraillette. En attaquant toujours le PSG, il n'a pas été très malin parce qu'il aurait dû plutôt s'associer. Et donc, en fait, maintenant, on a les 3 qui s'entendent pas. Bon, Nasser et JMA se sont beaucoup rapprochés maintenant. Pas de l'OM en revanche. Et ça donne toujours cette cacophonie et ces mecs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire avancer leur business, quoi. Alors, tu l'as dit, l'arrêt du championnat, il a coûté extrêmement cher. Donc, on parle de 500 millions d'euros de pertes, quasiment. Ils ont eu le chômage partiel, ils ont eu les prix de l'État. Il faut voir que l'État a beaucoup aidé les clubs français, heureusement d'ailleurs. Et à Lyon, ça a coûté quasiment 190 millions d'euros. Hein, c'est Aulas qui le dit. Donc, inévitablement, on arrive dans ce que tu dis, un écoulement des stocks. Ça, tu le dis dans le livre. Alors, le mercato de l'OL, tout le monde est à vendre s'il y a une bonne offre, car il n'y a pas de Coupe d'Europe. Évidemment, on perd les meilleurs, on fantasme les nouveaux. Ça, c'est toi qui le dis dans le livre. C'est tout à fait vrai. Alors, question, comment l'OL peut se reconstruire après ce véritable chantier? Et surtout, comment JMA peut encore dire que l'OL aura une équipe compétitive la saison prochaine? En fait, de toute façon, c'est simple. Hein. L'OL doit tout faire pour effectivement récupérer de l'argent et dans le même temps, se construire une équipe qui doit absolument faire podium. Là maintenant, je pense que ça va être une des saisons au niveau de la pression sur le club qui va être difficile de ces dernières années. Parce que comme ça faisait quand même 20 ans qu'ils étaient en Europe et que c'est quand même, mine de rien, une sacrée performance parce qu'il faut y être et puis ça fait... D'abord, c'est un marqueur important, comme quoi tu existes au niveau européen. Là, tu as disparu du niveau européen. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce qu'en plus, il va y avoir la réforme en 2024 de la Ligue des Champions. Lyon doit absolument redevenir un acteur majeur en Ligue 1 et revenir en Europe. Et attention, parce que la concurrence elle va être dure, parce qu'il y a Lille, parce qu'il y a Rennes, parce qu'il y a l'OM, parce qu'il y a Bordeaux, parce qu'il y a toujours un trouble fait dans notre championnat. Et Bordeaux, je pense que cette année, je ne sais pas pourquoi, ils vont. D'ailleurs, on va le voir dès ce soir. Cette vidéo juste avant. Comment ça va se passer, mais je pense que ça peut être une équipe qui peut un peu faire chier les grosses années. Donc, grosse pression sur l'OL. Qui on fait partir? De quelle façon on va doser les départs, les arrivées parce que l'OL va avoir 38 matchs et peut-être 6 de plus en Coupe de France si ça va au bout, mais l'OL doit absolument être en Coupe d'Europe l'année prochaine et si possible en Ligue des Champions. Donc grosse pression sur Lyon cette année, mine de rien quand même. Alors, on parle de recrutement, tu parles dans ton livre du cas Florian Maurice, qui est parti à Rennes après 10 ans à la tête de la cellule de recrutement. Et tu dis que la dernière... Parce que Maurice, Comment? Ça va faire parler parce que Maurice, on n'y touche pas. Exactement. Et tu dis que la dernière recrue valable, selon toi, de Maurice, c'est Lisandro Lopez. Alors, tu dis aussi que quelque chose de terrible. Tu dis que Bernard Lacombe, à son époque, dans les années 2000, il avait le nez plus creux. Tu parles aussi du rôle de Houllier, qui est assez intéressant, et j'aimerais que tu reviennes dessus, parce que tu as la phrase mythique de Jean-Michel Aulas qui dit « J'adore Bernard, mais je vénère Gérard ». Et ça, j'aimerais un petit peu que tu me parles de tout ça, de Florian Maurice, de Bernard Lacombe et surtout de Gérard Houllier, qui a une place centrale actuellement à l'Olympique Lyonnais. Alors, moi, je peux te parler de Florian Maurice. Ouais. Si tu as sous les yeux, parce que moi, je ne l'ai pas, ma fameuse liste. Est-ce que tu l'as? Là, où tu mets tous les joueurs, c'est un échec. Parce que si tu as la liste, parce que de prime abord, à chaque fois que je dis ça, je peux taper sur la gueule. Je l'ai lu, elle est extraordinaire. Effectivement, tu as raison. Alors, attends, il faut que je te la retrouve. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. Alors attends, si je te la retrouve, j'ai dû la surligner quelque part, mais c'est vrai qu'on lui met quelques belles affaires, c'est sûr, mais il a un nom. Ah oui, je l'ai. Alors attends. En vrac, tu dis Diakate, Morel, Valbuena, Nkoulou, Yanga Mbiwa, Beauvu, Bedimo, Ederson, Yatara, Mateta, Darder, Ribus, Touzard, ouais. Raphaël, Tété, Marcelo, ouais, parce que je ne le trouve pas mauvais. Traoré, Rose, Mbouemba, Diaz, Bisevac, Monzon, Koné, Diop, Marsal, Mamana, Lovren. 1 degré moindre aussi, Lovren. Toi, tu sauves un seul gars, c'est Jimmy Briand. Mais non, mais en plus, non, c'est une ironie, c'est ironique.
Ce que je dis oui, oui. 4 ans au club, 27 buts. Un triomphe. Exactement. Oui, alors j'explique après. Donc la liste, déjà, moi je trouve que jamais personne ne l'a affichée comme ça. Je trouve qu'elle fait un peu peur. Et il y a des réussites de business, c'est Dombele et Mendy, qui je trouve n'ont pas fait franchir un cap à l'OL, mais ont été bien vendus. Donc si on s'arrête juste aux lignes comptables, on dit que c'est bon. Lovren et Mamana aussi, je dis que mine de rien, ils ont été vendus plus cher qu'achetés, mais eux n'ont rien apporté à l'OL non plus. Donc finalement, je donne toute cette liste, je fais le bilan, je compare avec les joueurs qui sont arrivés dans les années 2000. Tu as la liste aussi, mais honnêtement. Oui, la liste qui est non exhaustive. On est à un niveau qui n'a rien à voir. Exactement. Donc Chris, Cassapa, Juninho, Diarra, Essien, Thiago, on oublie trop souvent de citer, qui est extraordinaire. Et ça va jusqu'à Lisandro Lopez, qui pour moi est le dernier et qui a été très bon, qui avec Lyon fait quand même demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas rien, et qui en plus est là quand il y a eu le dernier titre en 2012. Donc je fais ce comparatif-là sur ce qu'a fait Lyon, qui finalement, dans les années 2010, au moment où il n'y avait plus beaucoup d'argent puis il y avait le stade, s'est appuyé sur le centre de formation, alors qu'il y a toutes les recrues dont tu as parlé, qui pour moi d'échec. Donc, je considère que Florian Maurice, c'est un échec de ce côté-là. Et je félicite plutôt ceux qui ont sorti Umtiti, Lacazette, Fekir. Et je cite même Ferry, Gonalon, même si ce ne sont pas des joueurs, des cracks et tout, mais qui ont tenu la maison OL. Et qui ont tenu la maison OL la dernière fois que l'OL n'a pas été en Coupe d'Europe. Rappelle-toi, 2014, où on se fait sortir par l'Astra Giorgio. Et il fallait aussi ressortir. Et c'est grâce d'ailleurs à effectivement ces joueurs de devoir, parce que tu les as souvent appelés, comme Gonalon ou Touzard, des joueurs de devoir. Ça, c'est vrai. Ah oui. Mais mine de rien, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lyon s'est trompé dans les années 2010 sur le recrutement. Et que là, et qui finalement, ils ont été tenus à flot dans un championnat médiocre. Derrière le PSG, souvent ils s'en sont tirés dans les places européennes, mais avec des gamins du centre. Donc ça veut dire que s'ils n'avaient pas recruté tous les tocards que tu as cités, alors quoi ? Ce serait un club qui aurait beaucoup plus d'oseille. Ils avaient qu'à faire jouer leur centre de formation. Ils auraient peut-être eu les mêmes résultats parce que les mecs qu'on a cités, franchement, il n'y en a pas un qui a marqué l'histoire de l'OL que je sache, à la différence de ceux des années 2000 qui étaient quasiment tous des super joueurs. Donc je fais un bilan comme ça sur la politique sportive de l'OL sur les 20 dernières années. Les années 2000 magnifiques qui font encore ce qu'est Lyon aujourd'hui, et les années 2010 où des mecs comme Lacazette, Umtiti, Tolisso ont tenu le club à bout de bras parce que vraiment eux, je ne peux que les féliciter. Alors Florian Maurice, il a quand même fait un coup. C'est son dernier vraiment bon coup, c'est d'avoir relancé Memphis Depay. Alors on dit qu'il y a Chérou qui est intervenu dedans à l'époque, etc. Mais il a quand même fait venir Memphis Depay. Alors toi, tu dis que Memphis Depay, tu as le même constat que tous les supporters. C'est un joueur fantasque, qui a eu des hauts et des bas. Sous Genesio, il a été le mauvais élève avec le bonnet d'âne souvent sur le banc, on le piquait. Et là, moi je l'ai souvent dit, il a chié sur le club publiquement, il a pissé sur le club parce que Lyon, c'est pas un club assez ambitieux, etc., etc. Et puis là, il te dit dans une interview après le match contre Dijon, oui, c'est vrai, à Lyon, les gens sont sympas. Les gens sont sympas, mais moi, j'ai de l'ambition, je l'ai toujours dit. Donc, effectivement, s'il y a un club de rêve qui vient, en gros, j'y vais. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Depay et finalement, sa personnalité très bizarre. Est-ce qu'il a apporté vraiment à Lyon, oui ou non ? Non, le problème est là, c'est que, évidemment, on est obligé de constater que c'est un très bon joueur. Tout à l'heure, on parlait de Lyon-Leipzig. C'est lui qui met ce but égalisateur qui permet à Lyon d'aller plus loin, parce que sinon Lyon s'arrête en phase de poule. Au final, dans cette saison qui certes a été tronquée, Memphis était là. Match de Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur du club en Champions League. Donc en fait, il choisissait un petit peu ses matchs, quoi, tu vois. C'est ça le problème, parce qu'à l'arrivée, même si c'est une saison tronquée, quand ça s'est arrêté à la 27e journée, Lyon était super mal placé. Alors Memphis, c'est vrai, s'est blessé quand même cette année, et avec lui en bon état et toute la saison, peut-être que Lyon aurait été plus haut au classement. Mais ce qui va rester globalement s'il part, et il devrait partir, c'est un sentiment de gâchis. T'as fait une bonne affaire peut-être en allant le chercher. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas bien parce qu'à Manchester United, c'était un peu flou. On ne savait pas s'il pouvait se relancer. Tu l'as eu pour pas trop cher. Tu avais l'impression d'avoir un joueur de niveau international qui ne te donnait pas toujours satisfaction. Parce que comme tu l'as rappelé, il y a eu des embrouilles avec le coach d'avant. Il y a eu même le public qui à un moment l'a sifflé.
on peut pas, tu vois, on peut pas parler de réussite totale, d'échec total. On peut parler de sentiment de gâchis. Voilà, c'est ça. Le bon mot, c'est ça, c'est sentiment de gâchis, malheureusement. Alors, il y a un autre personnage central, d'ailleurs, qui a fait une grosse interview sur RMC, tu as dû la suivre, c'est Juninho, le directeur sportif. Alors, moi, je l'ai dit, je me suis fait critiquer, j'ai été déçu de cette interview, j'ai rien appris. Moi, je trouve qu'il est tout dans la communication, et surtout, en ce moment, il ne faut pas le toucher parce que c'est un demi-dieu à l'OL pour les supporters. Mais voilà, Juninho, moi je trouve qu'il est dans la com un petit peu pour masquer un petit peu le désastre qui est en train d'arriver. Est-ce que tu es un peu d'accord ou pas? Oui, mais non, je ne suis pas d'accord parce que dans cette période qui est justement difficile et où tu as du mal à t'attacher à des joueurs et où l'attachement culturel, je parle beaucoup de ça dans le livre, on y reviendra. C'est quand même une chance inouïe pour moi que Lyon ait récupéré Juninho. Et il faut qu'il parle. Il faut que, même si c'est pour ce que toi tu analyses comme de la communication, mais c'est important. Tu vois, c'est comme si moi, je pense que le supporter dans un club, il fait partie d'une grande famille. Et si tu as un chef de famille, en l'occurrence le directeur sportif et tout, qui vient te dire qu'il t'aime, ben, je trouve que c'est important, qu'il te fasse un câlin. L'important, c'est qu'il n'aille pas jusqu'à se foutre de ta gueule. Et je pense que Juninho ne se fout de la gueule de personne, que c'est un mec droit, sincère, honnête, qu'il est là pour bien bosser. Et que s'il vient de temps en temps dans une interview rappeler de bonnes valeurs, dire qu'il a parlé au groupe, qu'il a aidé à recréer un dynamisme, à mettre de la détermination et de l'exigence dans le club, moi je trouve que c'est super important. Parce que de l'autre côté, là où tu as raison, il ne va pas y avoir de forte recrue. L'équipe, il est possible qu'elle ne fasse pas rêver les foules, mais si au moins elle affiche un visage positif tout le temps, qu'il y a une vraie dynamique et que le club se batte pour aller chercher ce podium qui est vital et qu'il y a un directeur sportif comme Juninho au moment où, attention, sur le banc, il y a un mec qui n'est pas super aimé. Alors, est-ce qu'il est amené à venir sur le banc, Juninho? Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Le truc que je demande à Juninho maintenant, et là où on va voir son travail, c'est aussi de réussir les départs, réussir les arrivées, parce que le boulot du directeur sportif, c'est ça. Donc là, il va falloir qu'il soit bon. Dans la com, dans le repositionnement du club, dans le niveau d'exigence qui est requis, il est excellent. Et je lui souhaite vraiment de réussir parce que c'est un type vraiment que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il est important quand même pour l'OL aujourd'hui, dans une période qui va être difficile, sans Coupe d'Europe, avec beaucoup de pression. Moi, je pense qu'il est là. S'il peut servir de parapluie à Garcia, ça va être utile aussi parce que Garcia, au moindre faux pas, il prend toutes les critiques parce que c'est pas un mec qui est très aimé, parce que ça a été un choix d'Aulas aidé par Gérard Houllier. Très difficile de prendre Rudy Garcia parce que franchement, il y avait peut-être mieux à faire que d'aller prendre un mec qui partait avec un déficit d'amour tel auprès des Lyonnais. C'est quand même pas simple d'imposer Garcia. Alors, bon, là, à l'OL, il y a un grand chamboulement. On en a parlé, Houllier qui a l'oreille de JMA, Juninho qui est directeur sportif. Tu as aussi Vincent Ponceau qui est devenu directeur du football et lui, il gère un petit peu la dépréciation de ses actifs, donc des joueurs. Tu as des agents aussi qui mettent la pression, tu as Garcia qui essaye d'entraîner. Bref, tu as un peu l'impression que c'est l'armée mexicaine à Lyon. Alors, petite question, comment trouver un terrain d'entente en interne sans une opposition frontale entre tout ce monde dans une saison un petit peu de transition? Là, c'est pas à moi, c'est pas à moi de déterminer le fonctionnement de l'OL, mais enfin, il y a un président. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en interne. C'est quand même à lui de délimiter les pouvoirs de chacun. C'est quand même un club important, l'OL. Tu vas pas me dire qu'il y a trop de personnel. Il faut juste qu'il y ait une entente entre les différents personnages que tu viens de citer. Ça va. J'espère que quand même ça va bien se passer et que Juninho et Ponceau vont bien s'entendre. Non, là, franchement, je n'ai pas envie d'être pessimiste là-dessus. Ils vont pas se tirer dessus quand même. À Lyon, il n'y a pas trop. Ah si, il y a eu ce genre de choses à un moment. Dans les années 2000, justement, la Combe aimait bien flinguer un peu les entraîneurs. Mais après tout, ça peut empêcher l'OM d'être performant dans les années 2000. L'anecdote avec Paul Le Guen, JMA Paul Le Guen, devant les journalistes, c'est extraordinaire quand il sort sa phrase. Comment voulez-vous qu'il dresse un vestiaire s'il ne porte même pas la culotte à la maison? Non, mais il ne fallait pas sortir cette histoire-là parce que tu sais qu'elle a failli être coupée par l'avocat. Hein. Ah, merde. on va se faire foutre en l'air. Bon, bref, tu dis aussi dans ton livre que le modèle de la Ligue 1, c'est le trading. On pense à prendre des joueurs avant de penser au jeu, remplir les stades avant de penser au spectacle. Alors, en tant que supporter, on peut te donner raison parce que depuis des années, nous disons que nous voulons voir un style de jeu à Lyon, une identité de jeu à Lyon.
Ni Genesio, ni Silvino, ni Garcia n'ont su le faire. Et pourtant, JMA a toujours soutenu le contraire. Alors, JMA, toi, tu dis dans le livre qu'il se fiche bien du sportif, tant que les finances de l'OL se portent bien, c'est bien ça le plus important. Après tout, ce ne serait pas à lui, tu vois. Le truc, c'est que lui, c'est le président. Ce n'est pas à lui de gérer le style de jeu de son équipe. S'il veut être encore plus intelligent qu'il ne l'est pour dire, bon les gars, maintenant, moi, les gens qui viennent au stade, je veux qu'ils s'éclatent. Donc, vous les mecs du sportif, là, Juninho, Ponceau, vous me trouvez un entraîneur qui va nous régaler. Et j'aimerais bien qu'il fasse ça. Mais en dessous, il y a Juninho, et lui, il a ce discours. Et justement, comme on est dans un modèle où notre foot comme ça est décevant pour les supporters parce qu'il y a un détachement culturel, un déracinement, bon, pas à Lyon, hein, parce que Lyon de ce côté-là, dans mon livre, je parle de tous les autres clubs. Oui, il faut trouver le change. Et le change au mec qui se barre en fin d'année comme Fofana parce qu'il ne veut pas rester ou comme il y en a d'autres dans les autres clubs, ben c'est mais soyez séduisants. Montrez-nous quelque chose de beau. Faites bien jouer les équipes. Défoncez-vous sur le terrain, mouillez le maillot, je ne sais pas, proposez-nous quelque chose de permets-moi l'expression, de bandant. Offre-moi de l'attractivité. Voilà, si tu ne peux pas garder les mecs, si tu es un championnat, comme on dit, la Farmer League, là, parce que ouais, c'était ridicule, ça. Tu le dis très bien dans le livre, c'était ridicule. À spignoler avec les tweets de Mbappé. Ah, regardez, on n'est plus la Farmer League. Enfin, voilà, non, mais propose autre chose. Puisque tu ne peux pas garder les mecs, voilà, fais dans l'attractivité. Sauf que la plupart de nos équipes, franchement, on a vu Lens PSG hier. Bon, c'est génial pour Lens. Ils remontent, c'est pas sur eux que je devrais taper, mais c'est juste pour prendre l'exemple. Ils remontent de Ligue 2, ils battent le PSG, c'est une soirée magique. Je pense plutôt à la suite de la saison. Enfin bon, il y a un joueur qui est copain avec le ballon dans l'équipe. Et les autres, quand le ballon arrive, ils hurlent « Ah, je vais me faire taper dessus ». C'est pas possible, on ne peut pas former des joueurs comme ça. Les mecs, ils ont les pieds tous à l'envers. Et dans beaucoup de clubs, c'est un peu ça. C'est le problème de notre Ligue 1, c'est ça aussi. C'est le nombre de mecs qui ne sont pas du tout techniques. Et oui, tu en parles beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir un petit peu sur Garcia et surtout l'identité de jeu. Dans le livre, tu dis en gros que globalement, les coachs français s'exportent mal car ils ne proposent rien et qu'ils négligent la communication verbale et non verbale. Alors, Rudy Garcia, lui, semble avoir compris ça. Il est passé de Lille à la Roma, où il a appris ce que le mot séduction voulait dire en Italie. Il revient en France à l'OM, et ensuite, chez nous, il semble avoir gagné le poste grâce à son sens de la communication. D'ailleurs, plus de communication que de jeu. C'est vrai ce qu'on reproche à Garcia à l'OL, même si on m'a raconté, j'ai croisé des joueurs qui m'ont dit c'est un monstre tactique. J'ai croisé Marcelo, il m'a dit j'ai jamais vu un entraîneur comme ça au niveau de la tactique. Bref. Qui a dit ça ? Marcelo que j'ai croisé, il dit que c'est un monstre tactique. Il faut voir, c'est plutôt qui Marcelo a connu avant. Ah ouais, c'est plutôt ça. Et alors parce que moi, ceux que j'ai croisés et qui m'ont parlé de Garcia, c'est pas vraiment ce qu'ils m'ont dit. Ils t'ont dit quoi, toi ? C'est un mec qui pouvait créer une belle atmosphère dans un vestiaire sur les premiers mois, voire années, et qu'après, il pouvait y avoir des problèmes. Le cas de Jeffrey Adelaide, même si Reine Adelaide, je ne le défends mais même pas une seconde pour ce qu'il a fait. Mais juste, ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé dans d'autres clubs avec d'autres joueurs. Il a un problème là-dessus, Garcia, et même ceux qui étaient à Lille à l'époque, j'en connais certains, me l'ont dit. Il a un souci, c'est qu'il peut dire un truc le mardi à un joueur et il lui dit le contraire le vendredi. Ce que dit Jeff Adelaide. Ça, les joueurs, voilà, c'est ce que dit Reine Adelaide. Sauf que là, en l'occurrence, lui, j'ai pas envie de le défendre parce qu'il vient d'arriver, il a été blessé 6 mois, il avait juste le droit de fermer sa gueule. Mais ce que lui dit, beaucoup d'autres me l'ont dit. Donc, il a un management qui est un petit peu particulier. Enfin, bon. Alors, oui, il a un management particulier, mais tu sais, Juninho, il est revenu d'ailleurs dans son interview sur RMC. Ce qu'il voulait à l'OL, c'est retrouver de la discipline. Moi, j'ai croisé un membre du staff de l'OL sous Silvino. Il me dit, tu n'imagines même pas l'état du vestiaire. Les mecs arrivent en retard, les mecs respectent rien avec les portables, etc. Nous, on veut retrouver de la discipline. Et Rudy Garcia, il est arrivé, il a remis de la discipline. Donc, tu vois, il avait ce sens-là. Oui, mais à l'OM, à la fin, à l'OM, la discipline n'avait plus. Le problème, c'est que tu as toujours l'impression qu'il y a de la discipline quand juste avant, ça a déconné. Et puis après, ça redéconne avec celui qui arrive. Le tout, c'est de la maintenir. Et pour la maintenir, ce n'est pas uniquement l'entraîneur, c'est toute la hiérarchie. Et je vais te dire qu'à une époque, ça ne serait pas arrivé. Quand Olas descendait encore dans le vestiaire et tout, ça se tenait plutôt à Carreau à l'OL. Donc maintenant, la discipline, la hiérarchie, elle doit revenir à Lyon et elle doit revenir par le haut, par Olas, Juninho, tous ceux qui soutiennent, et jusqu'à Garcia, quoi. Alors, je te pose la question, ça c'est un petit peu aussi tiré de ton livre. Alors, est-ce que
Garcia est rentré dans le moule du 20% terrain et 80% humain. Et de toute façon, tous les entraîneurs maintenant le disent, que c'est comme ça. C'est de la gestion des mecs, quoi. Et la technique et le reste, on verra après, quoi. Du management, c'est 70-80% du travail. Tous les entraîneurs te disent que c'est le management et 20% c'est le terrain, la tactique, parce que ça, les joueurs sont assez formés pour savoir quand même comment se déplacer sur un terrain. D'où la non-recrue de Laurent Blanc. Tu dis qu'il était incapable, lui, de mener un vestiaire. C'est un mec qui a l'affaire Aurier notamment, Ibrahimovic, etc. Un jugement sur Blanc, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas été pris à Lyon. Il n'a pas été pris à Lyon parce qu'il est arrivé, quand il est arrivé les mains dans les poches, il était persuadé qu'il serait pris. Il a passé l'entretien et les mecs qui ont dû décider, donc de Ponceau à Juninho à Gérard, on dit c'est pas possible. Le mec est arrivé, il n'avait rien préparé, ça semblait une catastrophe. Et pour qu'à l'arrivée, Rudy Garcia, qui a bien bossé, qui a bien fait ses devoirs, qui est venu avec son cartable et ses nouveaux stylos, pour que ce soit lui qui soit choisi, alors, avec un risque énorme pour venir à l'OL, vu tout ce qui s'était passé et son passé notamment de coach de l'OM, si c'est lui qui a été choisi plutôt que Blanc, c'est dire si Blanc était mauvais quand même. Effectivement. Alors, tu parles aussi dans ton livre du discours maladif en France et de dire qu'on manque d'osé. Comment ? Je suis désolé, mais il se fait un petit peu tard. J'ai un rendez-vous après. Mais continue. On fait 2 dernières questions. Allez, c'est vrai que j'ai été un peu long. Désolé, mais c'est super intéressant de t'entendre parler football. C'est pour ça. Alors, tu dis dans ton livre qu'en France, c'est maladif de dire qu'on manque d'oseille. On manque d'oseille de partout, ce qui est globalement faux quand on voit que l'État arrive à donner à droite à gauche quand il le faut. Alors, pourquoi on se cache derrière cette excuse ? Et tu as vu même qu'hier, Klopp, il l'a dit. Franchement, par rapport à des PSG, par rapport à des City, eh bien, Liverpool est défavorisé. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça ? Pourquoi on se cache derrière cette excuse ? Parce que c'est la plus simple des excuses. Parce qu'elle est facile à balancer. Pendant des années, on a dit c'est les impôts, c'est les budgets. Et au bout d'un moment, je veux dire, c'est bon, quoi. Tu regardes juste les résultats. Tu regardes par qui les clubs en Europa League se faisaient taper. Et tu voyais bien que ce n'était pas des clubs qui étaient plus riches que toi. Je veux dire, ça, cette excuse-là, quand si Lyon se fait battre par le Bayern, bah, tu n'as rien à dire. Ce que tu veux dire, c'est un gros club, ils ont des meilleurs joueurs que toi. Tu sors la tête haute. C'est ce qu'a fait Lyon d'ailleurs. Ils sont sortis la tête haute et même très haute. Sauf que quand à l'époque, Lyon a enquillé notamment ce terrible revers là, contre l'Opel Astra là, et que plein d'autres clubs de Ligue 1 perdaient. D'ailleurs, je fais encore la liste dans le bouquin contre des équipes toutes moisies. L'excuse ne tient plus. L'excuse ne tient plus. C'est comme je dis, c'est plus que le manque de moyens, c'est le manque de culture. C'est qu'est-ce que tu crées dans ton club comme niveau d'exigence et de performance qui compte. En fait, que tu perdes une fois contre un petit, bah oui, le foot, ça t'offre ça. Mais la plupart du temps, moi, si je suis président, tu perds contre objectivement quelqu'un de plus fort. Sinon, le petit, il faut vraiment qu'il fasse l'exploit de sa vie pour venir te battre. Et nos clubs en Europa League, putain, Saint-Étienne dernière et tout, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Dernière question, Daniel Riolo. Je te parle un petit peu là, dans le sens de ce que tu viens de dire. Sur l'inconstance un petit peu de l'Olympique Lyonnais, des joueurs qui choisissent leur match, parce que c'est une mentalité particulière qui est le cas depuis plusieurs saisons. Comment faire évoluer cette mentalité à Lyon qui est de jouer exclusivement les gros matchs ? Juninho. Simple et efficace. L'état d'esprit. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Riolo. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'était un honneur, un très grand plaisir. Merci à vous. Vous pouvez retrouver son livre, Cher football français, édition Hugo Sport, au top. Merci beaucoup, Daniel Riolo. À très bientôt. Ciao. Au revoir.